L'audio guide avec lequel tu peux discuter et auquel tu poses n'importe quelle question, c'est hyper, waouh et les gens sont en mode: «Ah oui, l'audio guide, c'est trop chiant, c'est super si je peux, poser, plein de questions et avoir des réponses et c'est top». Mais néanmoins, il peut y avoir un petit effet de page blanche. Donc on a assez vite travaillé sur, comment est-ce qu'on peut en fait, vraiment, accompagner le user, l'utilisateur pour, le mettre un peu sur, la piste des questions qu'il peut poser. On relance l'utilisateur dans la conversation, c'est-à-dire qu'on répond à sa question et ensuite on lui dit: «Mais peut-être que tu as envie d'en savoir plus sur ci ou sur ça». Donc c'est vraiment comment est-ce que l'outil, hem, conduit une conversation, drive l'utilisateur dans un échange pour l'accompagner dans la découverte, d'un sujet ou d'une thématique. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Marion Carré, cofondatrice et CEO de AskMona. AskMona, c'est une des premières startups d'IA conversationnelle françaises dans le monde de la culture. Initialement un simple chatbot de recommandation de sorties culturelles à son lancement en 2016, AskMona est devenue une plateforme permettant aux lieux culturels de créer leur propre chatbot pour interagir avec leurs visiteurs, répondre à leurs questions et les accompagner pendant les visites. Avec l'arrivée de l'IA générative, AskMona a pu réaliser pleinement cette vision de personnaliser l'expérience d'apprentissage. Ils ont créé une plateforme permettant de déployer facilement des compagnons IA personnalisés pour des musées ou des manuels scolaires. Dans cet épisode, Marion nous partage ses leçons d'entrepreneur dans la construction de ce produit et sa vision des enjeux IA dans le monde de la culture. Bonne écoute! Merci beaucoup Marion d'être ici, c'est un plaisir de te recevoir sur Mozzabytes. Ça fait longtemps qu'AskMona existe et je trouve que ça fait partie des rares startups françaises B2C qui ont été bâties sur l'IA. Et donc très content de pouvoir vous recevoir. Vous avez fait plein de trucs assez géniaux avec l'IA générative ces derniers temps. Voilà, beaucoup de sujets à aborder. Si ça te va, je vais te laisser commencer par te présenter. Avec grand plaisir, je suis ravie aussi d'être là. Pour me présenter en quelques mots, je suis, Marion Carré, je suis cofondatrice, et présidente de, AskMona. Je pense qu'on reviendra, un peu plus dans le détail après de ce que fait AskMona, mais peut-être, en un mot, on s'intéresse à la façon dont on peut démocratiser l'accès aux connaissances, grâce à l'IA. Et donc moi j'ai, voilà cette casquette principale, mais je m'intéresse au sujet de l'IA, et de l'art, un peu plus largement et donc j'ai aussi eu, j'ai aussi d'ailleurs, d'autres casquettes en parallèle. Pour donner une casquette qui est une actu, j'ai par exemple, publié dernièrement, un livre chez Fayard, qui s'appelle «Qui a voulu effacer Alice Lecoq?», qui est sur une pionnière oubliée, de l'informatique et de l'IA et qui donc, pose aussi cette question de la place des femmes dans ce secteur. Avec mon cofondateur et associé Valentin Schmitt, on enseigne aussi sur ce sujet à plusieurs endroits et notamment, à Sciences Po Paris depuis, maintenant 6 ou 7 ans. Ça commence à faire, un moment. Je fais pas mal de conférences sur le sujet et j'ai aussi une casquette, d'experte où, j'ai notamment fait partie du, comité stratégique de l'IA qui avait été, créé par, par la précédente ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Donc voilà, différentes casquettes qui me permettent de porter différents points de vue sur cette technologie, que ce soit des points de vue plus, créatifs ou des points de vue plus, sectoriels. Mais ma base, c'est vraiment AskMona qui est pour moi, une façon qui permet vraiment d'avoir, les mains dans le cambouis sur le sujet de l'IA et de bâtir, des solutions avec, lesquelles j'espère qu'on a le plus d'impact, concret sur notre secteur. Donc voilà pour cette, rapide, présentation. Merci beaucoup. Alors commençons du coup par AskMona. Tu peux nous raconter un peu l'histoire, la jeunesse de votre projet et comment est-ce que ça a évolué
depuis sa création? OK, je vais essayer, c'est un bon challenge, je vais essayer de résumer, pas mal d'années en quelques phrases. Peut-être pour partir sur, le tout début et c'est vrai que la jeunesse est toujours un moment, excitant et amusant à raconter. Nous donc avec Valentin Schmitz, qui est mon cofondateur, en fait Askmona ça naît d'un on va dire d'un proto-projet notamment, puisque donc moi j'étais à ce moment-là, j'étais encore étudiante. Et j'avais créé un média sur, l'histoire de Paris, où je cherchais à utiliser des formats innovants pour faire découvrir l'histoire de Paris, notamment à des plus jeunes publics. Et il y avait donc toute une communauté de lecteurs qui me demandaient des conseils de sorties culturelles et de l'autre côté, des institutions culturelles qui cherchaient à entrer en contact avec eux. Et donc, on a pris conscience avec, Valentin que, du coup, il y avait un enjeu de pouvoir connecter plus directement, ces institutions, là avec des publics, plus jeunes. Et en fait, à ce moment-là, on était en 2016, et on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire là-dessus? Et on c'était la vague des chatbots. Donc on s'est dit: «Bah, tiens, on pourrait créer un chatbot, qui, recommande des sorties culturelles. On fait une sorte de premier POC, on le montre à pas mal de gens. On n'était pas les seuls à faire des chatbots à l'époque, il y avait toute une espèce de vague de boîtes, qui en faisaient et en fait, on commence à avoir des premiers retours, de personnes à qui on montre ce qu'on fait. Hem Et en fait, il y avait un certain nombre de choix à faire sur le modèle économique parce qu'on se lançait, on n'en avait pas et nous, il y a des choses qu'on voulait pas faire et en fait, ça nous a évité un certain nombre de dead end, où il y a des acteurs qui, ont fait ces choix-là et pour qui ça a été problématique, par la suite. Donc nous, étonnamment, ça on a bien navigué à ce moment-là et en fait, au bout d'un moment, on a des lieux culturels qui nous ont dit: «Mais, moi, je veux mon propre, Askmona à moi», puisque Askmona, c'est du coup le nom du chatbot qui recommande des sorties. Comment faire? Et donc là, on s'est dit: «Bah, effectivement, c'est assez intéressant, d'avoir ce modèle où on propose du coup, en fait, notre solution, aux lieux culturels pour leur permettre, personnaliser l'accompagnement qu'ils ont, de leur public. Et donc on s'est dit: «OK, très bien, bon bah, faisons ça». Donc on a commencé à créer, à l'époque, on appelait ça, le studio, qu'on distinguait du, média Ascona qui recommandait des lieux culturels. Et en fait, de fil en aiguille, le studio a pris de plus en plus de place et c'est devenu, une plateforme qui permettait du coup de, très facilement, construire et déployer, des chatbots qui faisaient, toutes sortes de choses pour les lieux culturels, que ce soit de, répondre aux questions avant la visite à, accompagner pendant la visite. Et au bout d'un moment et donc pareil, hein, je fais un méga, version hyper accélérée de l'histoire, même si c'est peut-être déjà assez long. On voit arriver la vague de l'IA générative. Vague, alors nous, on est des curieux, et on est toujours enfin, la curiosité, ça fait partie de notre ADN et donc on a une équipe de R&D, on en fait pas mal et donc on est toujours un peu à l'affût de ce qui se passe et l'IA générative, on l'avait déjà un peu, pistée, on va dire, ou, dans des expérimentations qui sont plus des expérimentations, internes, on avait déjà fait des tests, là-dessus et moi personnellement, j'ai une autre casquette dont j'ai pas parlé où je fais pas mal de création artistique avec de l'IA pour, interroger cette technologie, et aussi la mobiliser et j'avais déjà utilisé des j'avais fait toute une résidence artistique où j'avais utilisé notamment GPT-2 à l'époque, pour, générer des fausses archives et questionner la perception et le rapport entre vrai et faux à l'heure de l'IA, avant ChatGPT. Donc on était déjà assez sensibles là-dessus, donc quand on voit vraiment la vague arriver, on la prend direct, et on se positionne tout de suite dessus, en bénéficiant du coup, des acquis qu'on avait déjà avant. Ça nous a vraiment permis d'aller, plus loin, et de pleinement réaliser la vision qui était la nôtre, depuis le début, de pouvoir démocratiser l'accès aux connaissances en faisant en sorte, d'avoir, pour chaque personne une expérience d'apprentissage qui soit vraiment, personnalisée. Et c'est ce qu'apporte et ce que permet, l'IA générative et donc on a pu, aller beaucoup plus loin, dans, notre produit, dans ce qu'on propose, pour, en intégrant pleinement, l'IA générative pour adresser ces enjeux-là. OK, du coup, en termes de fonctionnalités et de produits aujourd'hui que vous mettez à disposition des utilisateurs et peut-être de vos partenaires aussi, commerciaux, ouais, quels sont-ils? Peut-être que je découperai, ce qu'on fait en 3 couches.
On a déjà une première couche, qui est la couche que je pourrais appeler de l'infrastructure, où nous, on s'est vraiment attaché. En gros, quand on a vu l'IA générative débarquer, on s'est dit: «C'est super», mais le problème, c'est que ça hallucine beaucoup trop, pour pouvoir l'utiliser dans un contexte, d'éducation et de transmission de connaissances où on a besoin d'être sûr de la qualité des informations qu'on partage. Donc très tôt, on a positionné nos travaux de R&D, là-dessus, sur ce que, du coup, beaucoup de boîtes font maintenant, mais qui est comment est-ce que tu fais un RAG un peu poussé, avec, une pipeline, maison pour pouvoir, vraiment bien contrôler la donnée, non seulement et aussi comment tu utilises ensuite cette donnée pour avoir, toute une approche assez intéressante sur la partie prompt, pour pouvoir personnaliser, l'expérience des utilisateurs. Donc ça, c'est cette première couche-là. Sur cette couche, on a une couche plus de, plateforme, mais en gros, on a une plateforme qui permet, très facilement de, mettre ton contenu, pour, créer un compagnon, IA qui va venir, parler à, tes visiteurs, tes lecteurs, enfin, en fonction des cas d'usage dans lesquels c'est déployé. Et on a une couche, plus, application, qui est du coup ce que les utilisateurs finaux ont entre leurs mains. Et donc quand je parle d'application, c'est pas une app à télécharger, c'est vraiment une web app qui est, le compagnon en lui-même et qui est là pour, répondre à toutes les questions des visiteurs. Et donc ça, on a différents, cas d'usage dans lesquels ça peut être mis en œuvre. Pour te donner des exemples concrets, on a par exemple, pendant la visite de musée, un audio guide. Ça permet de faire un audio guide avec, lequel discuter, qu'on a déployé par exemple au Québec, au Musée national des beaux-arts de Québec. C'était les 1ers à se positionner dessus, au tout début, mais aussi au Centre Pompidou, et donc dernièrement, on a fait quelque chose pour l'exposition Brancusi et donc ça te permet de prendre en photo un tableau, et à partir de là, de poser n'importe quelle question à l'oral ou à l'écrit. Et sur l'aspect de personnalisation, on cherche aussi à aller plus loin en faisant en sorte de pouvoir prendre en compte le profil du visiteur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est là avec sa famille? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce que c'est une personne en situation de handicap? Quel est son niveau d'expertise par rapport au sujet? Pour pouvoir vraiment personnaliser la tonalité, le niveau de réponse qui lui est, partagé. Pour te donner un autre exemple qui est cette fois-ci un peu plus proche de l'éducation et qui est un secteur dans lequel on creuse aussi notre sillon. Ce qu'on a sorti il y a quelques jours ou semaines avec, semaines maintenant, avec, Nathan, où on a fait, le premier manuel de révision du brevet augmenté, par IA. Et donc j'en ai pas sous la main, mais, ça prend la forme d'un manuel de révision du brevet avec un espèce de gros QR code, devant qui te permet de parler à Célia. Et donc Célia, c'est, une IA qu'on a nourrie avec tout le contenu du manuel, donc ça traite vraiment toutes les matières du brevet. Et du coup, l'élève, ce qu'il peut faire, c'est, poser n'importe quelle question, sur n'importe quelle matière. Célia, qui l'IA du coup, lui répond. Elle lui répond en sourçant la page, d'où vient, la réponse, parce que c'est vraiment pensé dans la complémentarité pour que du coup l'élève puisse, ouvrir son livre et aller plus loin. Mais Célia est aussi là pour, poser des questions, heu, à l'élève pour l'aider à réviser. Donc en fonction de la matière ou du chapitre qu'il veut réviser, on génère un certain nombre de flashcards pour aider, l'élève à réviser et à s'auto-évaluer. Donc ça, c'est un autre exemple de use case. Hyper intéressant. Ça a été déjà utilisé pour les brevets de cette année? Là, ça vient de sortir du coup tout début juillet, donc ceux qui vont vraiment s'en servir, ce sera ceux de l'année prochaine. Ok, ça marche. Et alors, techniquement, tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement derrière, parce que du coup, là, on est sur des cas d'usage déjà en production avec des jeunes, des étudiants qui se mettent à interagir avec une IA pour apprendre. Comment est-ce que vous avez conçu du coup cet outil et quel niveau de contrôle aujourd'hui vous avez sur l'output? Bah, effectivement, on a plus d'un an de recul de, R&D là-dessus, alors je te dis ça en toute modestie, mais tout le monde a un peu commencé, en même temps, même si nous, on a ce qu'on faisait déjà, donc qui a un peu nourri nos réflexions. Donc il y a vraiment dans, bon, un peu du jargon, j'espère que ça parlera aux personnes qui nous écoutent. Mais j'imagine que c'est comme les cibles, dans ce RAG, comment est-ce qu'on a, enfin, une espèce de cuisine maison qui permet de faire en sorte d'avoir
différentes étapes. À ces différentes étapes, on fait intervenir différents modèles, pour pouvoir, sourcer la bonne information, la reformater, contrôler qu'on donne la bonne information, à ce qui est proposé. Donc il y a vraiment le côté, usage et comment est-ce que c'est utilisé là-dessus, mais aussi le côté, maintenance, on va dire, et surveillance, pour s'assurer qu'on garde le bon niveau de réponse. Et donc il y a pas mal de systèmes de testing sur lesquels on travaille aussi pour, s'assurer en continu de, la stabilité de ce qu'on propose. Et aussi on a eu pas mal de on a bossé sur des projets qui, des fois, impliquaient des sujets, sensibles. Donc comment est-ce que sur des informations sensibles, on fait en sorte que, l'IA raconte pas n'importe quoi? Comment on travaille aussi sur le fait qu'elle puisse pas être détournée avec tous les sujets d'injection de prompts et compagnie. Donc il y a ces aspects à la fois qualité de l'information qui est enfin, déjà il y a qualité de l'information qui est partagée, est-ce que ça raconte pas n'importe quoi? Personnalisation, qui est vraiment un aspect sur lequel on travaille pour se dire: comment est-ce que déjà on peut dire quelque chose qui est juste, mais en plus on peut faire en sorte d'avoir la bonne tonalité en fonction de qui tu es, du contexte de l'utilisateur. Et après, bien sûr ce côté, sécurité, pour, veiller à la robustesse de ce qu'on fait. Très clair. Le modèle de LLM du coup derrière que vous utilisez, vous en avez testé plusieurs. C'est des modèles que vous développez in-house. Comment est-ce que vous avez géré cette question-là? Alors nous, notre approche, c'est de faire en sorte d'être, le plus agnostique possible. Déjà pour, limiter des enjeux de dépendance. Tu vois, on vient de l'époque, chatbot. Les boîtes qui ont fait des chatbots en 2016, on avait tous un gros enjeu de dépendance à Facebook. Donc ça, c'est un truc qu'on a appris par le passé et du coup sur lequel on est assez vigilant aujourd'hui pour, éviter de dépendre juste d'un acteur. Et du coup, le côté agnostique, ça sert ça, mais surtout ça permet de faire en sorte, grâce à un benchmark de modèles, de pouvoir en gros, on en utilise plusieurs, on connaît leurs forces et leurs faiblesses, par rapport à nos cas d'usage. Et donc ça permet en fait de capitaliser sur, les forces et faiblesses de chacun, sans être dépendant d'un seul. Donc on a une approche plutôt agnostique, là-dessus. Ok, très clair. C'est une question que beaucoup de startups se posent aujourd'hui, cette dépendance et cette flexibilité-là qui permet de profiter des forces de chaque nouvelle innovation. Ok, et du coup, si on prend un peu de recul là, sur les 12-18 derniers mois d'apprentissage sur l'intégration de l'IA générative dans ce type de produits culturels, éducatifs, quelles sont tu vois, les grandes leçons que vous en tirez? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec le recul? Bien évidemment. Je pense qu'il y a 2 grands axes, de par ce qu'on fait où je peux partager les learnings qui me viennent en tête. Le premier, c'est donc vis-à-vis comme on est au fond on est en B2B2C, donc on travaille avec, des acteurs, du partage de la connaissance, si j'englobe ça comme ça, et des utilisateurs finaux. Le premier retour sur nos acteurs B2B avec lesquels on travaille, c'est qu'en fait, il y a un premier enjeu, mais bon, ça c'est pas nouveau et on l'avait déjà avant, mais de compréhension, de qu'est-ce que c'est que, cette technologie, avec un côté soit défiance extrême, soit baguette magique. Et donc on a soit des personnes qui, du coup sont, vraiment hyper stressées et ont une appréhension très négative de cette techno, ou d'autres qui pensent que c'est un peu magique. Et donc nous, c'est vrai que c'est peut-être assez proche enfin propre à notre approche, mais comme on est vraiment enfin on doit leur faire comprendre que, comme en fait on nourrit l'IA, avec, une base de connaissances, si une info est pas dans la base de connaissances, l'IA peut pas répondre dans le paramétrage, qu'on a dans la plupart de nos solutions. Donc il y a un peu tous ces enjeux de, faire en sorte d'avoir le bon niveau, de compréhension de la part du client de ce que peut faire la technologie ou non, pour avoir le bon niveau d'exigence ensuite, vis-à-vis de ce que fait la solution. Donc ça, je pense que c'est un des premiers challenges et j'imagine que ça concerne, la plupart des boîtes qui bossent avec d'autres acteurs qui connaissent pas très bien ces technos, mais qui veulent les mettre à profit.
Le deuxième, c'est vis-à-vis des utilisateurs finaux où il y a des trucs un peu, contre-intuitifs, c'est-à-dire que, sur le papier, l'audio guide avec lequel tu peux discuter et auquel tu poses n'importe quelle question, c'est hyper, waouh et les gens sont en mode: «Ah oui, l'audio guide, c'est trop chiant, c'est super si je peux, poser, plein de questions et avoir des réponses et c'est top». Mais néanmoins, il peut y avoir un petit effet de page blanche, dont on s'est aperçu, où en fait, face au champ des possibles, c'est-à-dire que nous avant, on faisait des dispositifs où comme on faisait avant on faisait des choses où, c'était du NLP, donc il y avait un certain nombre d'intentions qu'on pouvait faire et pas le reste, où on avait aussi parfois des arbres de décision et donc c'était dedans ou c'était pas dedans et c'était hyper frustrant pour le user. Là, on lui dit: «Vas-y, pose tout ce que tu veux et on va te répondre». Alors bien sûr, il y a cet enjeu de comment tu poses les bonnes limites, pour que le user comprend que le truc est pas là pour lui donner la recette des crêpes, s'il est au centre Pompidou. Enfin, bien sûr, il y a une espèce de cadrage de qu'est-ce que le user peut attendre de l'expérience, mais une fois que ça s'est posé, des fois ça peut être un peu paralysant en se disant, «Waouh, je peux poser n'importe quoi, mais qu'est-ce que je pose en fait, comme question?» Donc on a assez vite travaillé sur, comment est-ce qu'on peut en fait, vraiment, accompagner le user, l'utilisateur pour, le mettre un peu sur, la piste des questions qu'il peut poser, et l'accompagner pour éviter cet effet page blanche. Donc ça, c'est dans les choses un peu contre-intuitives où en fait, sur le papier, tout le monde trouve ça génial, mais parfois une fois que c'est entre les mains et on se rend compte qu'en fait, bah, enfin, ça peut être un peu paralysant ou enfin voilà, donc c'est le type de là, c'est les 2 qui me viennent en tête sur ces 2 axes, mais c'est beaucoup de enfin, comment est-ce qu'on va, déconstruire des a priori et vraiment apprendre du terrain sur, l'usage des outils, pour, qu'ils puissent, servir au maximum, les personnes qu'ils accompagnent, de façon à avoir, en ce qui nous concerne, le maximum d'impact sur notre enjeu qui est de faciliter le partage des connaissances. Ok, et concrètement, du coup, comment est-ce on la brise, cette page blanche? Vous avez implémenté quelle solution par rapport à ça? Du coup, alors, c'est toujours une sorte de work in progress, mais on fait en sorte de, plus accompagner sur l'aspect onboarding du user, plus l'accompagner. Donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu arrives sur une première œuvre et ben, on va te donner plus de contexte déjà sur, qu'est-ce que c'est que cette œuvre et cetera. Te donner des suggestions de questionnement, donc des exemples de questions que tu peux poser avec, des effets de enfin, tu vois, de suggestions où du coup on te suggère des questions que tu peux poser. Et tout au long de la conversation aussi, faire en sorte d'avoir une approche de en fait, on relance l'utilisateur dans la conversation, c'est-à-dire qu'on répond à sa question et ensuite on lui dit: «Mais peut-être que tu as envie d'en savoir plus sur ci ou sur ça». Donc c'est vraiment comment est-ce que l'outil, hem, conduit une conversation, drive l'utilisateur dans un échange pour l'accompagner dans la découverte, d'un sujet ou d'une thématique. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, tu me disais, hein, vous êtes passé des chatbots avec les arbres décisionnels un peu basiques qui existaient à l'époque à du coup ces agents conversationnels nourris au LLM beaucoup plus ouverts. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact que ça a eu ce changement-là sur l'aspect éducatif, sur l'expérience pour les utilisateurs? Alors oui, encore une fois, je te fais un retour en toute, modestie dans le sens où on a des retours, mais tu vois, on n'a pas autant de retours que les, X années, d'usage qu'on avait sur nos solutions. Globalement, on se rend compte que, ce qu'on fait, ça augmente, l'engagement des utilisateurs puisque, c'est plus utilisé que d'autres solutions un peu classiques que tu pourrais avoir, qui sont l'audio guide ou, l'application un peu basique. Donc ça, on voit que c'est un impact sur l'engagement. On s'appuie aussi pas mal sur, donc ça reste sur un aspect assez musée, mais par exemple les enquêtes des publics qui peuvent être faites. Et donc on a eu des retours d'enquêtes de public où, heu, mmh, 95 des utilisateurs avaient, trouvé ça très intéressant, en estimant qu'ils avaient vraiment appris quelque chose. Donc il y a ce type de retour, terrain. Et nous, ce qui est aussi, vraiment hyper nourrissant pour nous et pour, les acteurs avec lesquels on travaille, c'est qu'on a vraiment
un sens, assez fin des problématiques. Comme en fait, si les personnes, posent des questions, on se rend compte des problématiques ou des questionnements, qu'elles ont. Et donc ça, c'est une matière très riche pour permettre, par exemple, aux équipes de lieux culturels de, mieux comprendre, qu'en fait, les utilisateurs, ils s'intéressent sur, tel et tel sujet et donc de retravailler les supports, de communication, d'accompagnement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, fonctionne dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet vraiment de personnaliser l'expérience d'apprentissage de l'utilisateur et ça permet aussi pour, l'acteur du partage des connaissances qui met ça à sa disposition, d'en apprendre plus sur, en fait, ce que souhaitent apprendre les personnes et donc de pouvoir, vraiment aller aussi plus loin dans l'expérience et l'accompagnement qui leur est proposé. Donc j'aime beaucoup cet aspect, on va dire, cercle vertueux que ça permet. Absolument. C'est-à-dire, ça répond d'ailleurs en partie à la prochaine question que j'avais pour toi, et qui concerne voilà un peu la suite pour Ask Mona et dans cette voilà ce monde qui est en train d'arriver où on aura des IA pour nous assister dans notre quotidien, en leur envoyant des photos, en leur posant des questions directement. Comment est-ce que vous vous positionnez du coup par rapport à un chat GPT assez classique, à qui on peut désormais envoyer une image d'un tableau, lui poser des questions sur ce tableau-là? C'est quoi les différenciateurs d'Ask Mona sur le long terme par rapport à ce type de produit concurrent? Déjà pour répondre sur l'exemple que tu donnes de, tu envoies une, photo d'un tableau à ChatGPT, il te répond. Déjà, il te répond si c'est une œuvre qui est, suffisamment, connue. Mais il y a plein d'œuvres, qui sont présentes dans les lieux culturels, mais qui sont pas, c'est pas, je sais pas, des œuvres de Dali ou de Picasso et du coup, la donnée sur elle est pas forcément disponible et surtout, il y a le sujet et c'est ça que je trouve, en fait, vraiment au cœur de ce qu'on fait aussi, c'est que c'est dans notre solution, c'est les experts qui viennent inputer la solution avec leur contenu. Donc ça va être dans le cadre d'un musée, c'est les curateurs qui vont, et les médiateurs qui sont les personnes, qui s'occupent de ces sujets-là, qui vont vraiment, rentrer dans l'IA leurs informations. Donc eux, ils vont mettre de l'information, fiable et vérifiée, et ils vont s'assurer de la fiabilité, et de la qualité des informations qui sont partagées en retour. Donc il y a cet aspect curated où, ChatGPT, c'est génial, moi j'utilise au quotidien pour faire plein de trucs. Ça marche super bien pour des usages généralistes. Mais dès lors que tu es sur des usages assez spécifiques comme ça, où ça nécessite, des expertises, en particulier pour, s'assurer de la qualité de ce qui est partagé, et bien là, tu as besoin d'avoir quand même des outils plus spécifiques. Donc je pense que nous, c'est vraiment ça en fait notre positionnement, c'est qu'on est sur ce sujet très spécifique, du partage de la connaissance et on fait en sorte de bâtir un outil qui peut être, inputé par, les acteurs qui ont cette connaissance, pour améliorer la façon dont ils les partagent avec leur public, grâce à l'IA. Ok, d'accord. Donc en fait, les Ask Mona des différents musées vont pas avoir exactement la même ligne éditoriale et vont être vraiment construits en collaboration du coup avec la tonalité qui veut être donnée par les curateurs du musée en question, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ils sont tous, différents et ils sont tous, construits à partir, des retours du musée sur, qui sont leurs publics, comment ils veulent s'adresser à eux, quelles informations ils veulent mettre dans cet outil et donc chaque expérience est différente. Ok. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et ça donne très envie d'aller tester. Euh, du coup, tu disais en introduction que tu étais impliqué plus largement sur des questions liées à l'intelligence artificielle dans le monde de la culture. Je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur la manière dont ça se passe aujourd'hui. Comment est-ce que les milieux culturels aujourd'hui abordent l'arrivée de l'IA générative et comment tu vois les choses évoluer par la suite? Je peux commencer par te répondre en parlant des lieux culturels et en élargissant ensuite, au reste, du secteur, culturel qui est bien plus large. Alors, il me faudrait des heures et des heures pour en parler donc j'élargis dans la mesure du possible. Mais, déjà sur les lieux culturels en eux-mêmes, en fait, il y a, 2
2 axes pour simplifier, qui sont assez intéressants. Il y a tous les usages en interne et donc comment est-ce que, cette technologie peut faciliter le quotidien des différentes équipes? Avec des équipes qui ont des métiers, qui sont en fait, communs à d'autres secteurs, tu vois? Il y a des comptables dans les lieux culturels comme il y en a dans d'autres secteurs, mais aussi des métiers qui sont hyper spécifiques. On se parlait des, curateurs, tu vois? Il y a des historiens de l'art, qui bossent aussi dans ces équipes, par exemple, et donc eux, ils vont avoir des enjeux qui leur sont propres et sur lesquels, l'IA peut avoir un potentiel, très important pour faciliter leur quotidien. Et après, il y a, l'autre axe du, contact avec les publics. Et donc nous, nos solutions, elles s'anglent vraiment là-dedans sur comment est-ce que ça peut, bah, du coup, fluidifier et améliorer l'expérience des publics. Nous, on est pleinement là-dedans. Comment est-ce qu'on peut proposer renouveler aussi l'expérience, et proposer d'autres modes d'interaction, autour des collections, du musée et autour des contenus. Donc il y a cet autre axe-là pour te répondre sur les lieux culturels. Et en fait, plus généralement, au niveau du secteur culturel, alors, la question est super vaste, mais, il y a aussi des aspects sur, qu'est-ce que l'IA apporte aux créateurs, avec toute cette espèce de boîte à outils, en fait, qu'offre l'IA générative et qui est, bah, du coup super riche, pour eux puisque ça peut, à la fois, vraiment décupler, tout le travail d'exploration artistique, en faisant des allers-retours avec, des IA pour générer des pistes créatives, les optimiser, les changer et cetera. Donc il y a un espèce d'énorme potentiel créatif là-dessus. Et en même temps, il y a aussi, des risques, sur, comment est-ce qu'on protège la propriété intellectuelle, des créateurs, avec des modèles économiques à réinventer et auxquels, certaines boîtes, s'attaquent aussi. Tout un enjeu aussi d'équilibre économique de ces acteurs. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des tâches où, certains commanditaires vont préférer les faire directement avec des IA au lieu d'appeler des créatifs et bah, comment est-ce que, les créatifs peuvent s'y retrouver? Donc je te prends juste un petit bout du problème et du sujet, mais, c'est assez fascinant et en fait dans l'ensemble des industries culturelles, il y a vraiment à la fois énormément d'opportunités et aussi un impact assez important en termes de mutations, engendrées. Absolument, ouais. Est-ce que tu as vu des solutions qui commencent à être ébauchées là-dessus? Tu as rapidement évoqué certaines pistes. Quels sont les projets? Hem, ouais, bah, écoute, je suis ravie de leur faire, de la pub, mais je peux, par exemple, te parler de Pimento, qui est une boîte qui permet, en gros, à des créatifs de créer, leur propre, Hem, j'ai envie de dire alter ego, si je peux appeler ça comme ça, mais en gros, de mettre, leurs travaux, dans une IA qui du coup vont entraîner, qui va pouvoir, produire par exemple, des visuels dans le même style, de ce qu'ils font, et sur leur plateforme des, commanditaires, donc par exemple des agences de pub, vont pouvoir aller, bah, découvrir, ces agents IA et faire appel à eux pour générer, des visuels et donc c'est une façon de pouvoir, monétiser, les, le travail des créatifs, et notamment la façon dont ils ont nourri ces IA avec ça. Donc je trouve ça assez intéressant en termes de comment est-ce qu'on peut réinventer les modèles économiques, pour faire en sorte que, les créatifs, ne soient pas sortis de, l'équation, mais qu'au contraire ils puissent, rester au centre tout en bénéficiant de ce que l'IA peut aussi, leur apporter, en termes de productivité et de créativité. Ok, et donc ça c'est sur le plan du coup du privé avec effectivement des startups qui se lancent sur ces nouvelles questions et Pimento en est une super effectivement. Euh, j'ai l'impression que tu es aussi un peu impliqué au niveau public sur ces enjeux. Est-ce que quel est l'état aujourd'hui de la réflexion sur ces points-là, tu vois, le monde de la culture et l'arrivée de la générative? Est-ce que tu as l'impression que quelque chose qui est adressé, qui est en train d'être traité, ou est-ce que pour l'instant on est encore en train de découvrir et c'est encore un peu tôt? Non, en fait, le secteur culturel a vraiment pris le sujet, à bras-le-corps.
Et donc il y a eu dans les différentes industries, plusieurs instances, mais aussi au niveau, gouvernemental qui, se ont penchées sur la question avec, notamment des études qui sont en cours sur, qu'est-ce que ça veut dire sur les chaînes de valeur? Comment est-ce qu'on peut, assurer la propriété et la protection notamment des œuvres des artistes? Donc non, c'est un sujet qui est vraiment identifié, mais sur lequel les réponses sont pas évidentes et donc il y a des travaux en cours, pour, pouvoir essayer de trouver des réponses et ce que je trouve assez intéressant si maintenant on se parle à une échelle plus globale, c'est qu'on se rend compte qu'il y a aussi un enjeu de modèles culturels notamment. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, la question de, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans d'autres géographies, on peut, chercher des réponses, différentes et je trouve que, par exemple, l'AI Act, il est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une sorte de prise de position européenne quelle est notre vision, même d'un point de vue culturel, de la façon dont on souhaite ou non, mobiliser cette technologie, et de la façon dont on envisage du coup, tous les sujets, qui l'impactent, notamment liés à la propriété intellectuelle, également et donc je trouve ça assez important de se dire que certes, il y a la technologie, mais il y a aussi des questions de choix de modèle de société dans l'usage de cette technologie et moi, j'incite vraiment la plupart, des acteurs, que je peux rencontrer à pouvoir, se former à ces questions-là pour s'en emparer et j'ai aussi une conviction personnelle qui est que, les lieux culturels, en tant qu'acteurs de la diffusion des connaissances sur l'ensemble du territoire, ont aussi un rôle à jouer, pour pouvoir, développer chez les citoyens à la fois, connaissance de cette technologie, mais aussi une réflexion critique et quand je dis critique, c'est pas forcément au sens, négatif, mais la capacité d'avoir des outils aussi pour mieux comprendre ces technologies et en fait, pour mieux comprendre à, la f ce qui enfin, ce que produit cette technologie et auquel ils sont exposés et donc là, on rentre un peu plus dans les sujets de, fausses informations et cetera, mais donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu sociétal assez intéressant et que la culture et l'art est un des leviers, pour répondre à ces problématiques. Ouais, c'est hyper intéressant et effectivement absolument fondamental, tant ça impacte notre rapport à la connaissance. On va pas entrer dans des discussions trop philosophiques, c'est pas forcément le sujet de ce podcast, mais effectivement, on pourra en parler pendant des heures. Est-ce que donc on a parlé de Pimento, qui est effectivement une startup assez intéressante dans le milieu créatif par rapport à l'exploitation de l'IA générative. Est-ce que ça implique aussi en termes de transformation de business model et de réinvention. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui ont attiré ta curiosité ces derniers temps, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, dans le monde de la culture avec l'IA, dont tu souhaiterais parler, qui pour toi peuvent être des modèles inspirants? Je pense qu'il y en a beaucoup et j'ai pas envie de rentrer dans un effet un peu, catalogue en listant, plein de boîtes, comme ça, mais je trouve que globalement, il y a un sujet, comment est-ce que l'IA, impacte la créativité, mais qui est très intéressant sur à la fois des outils pour les créatifs, des outils qui développent, la créativité de tout le monde. Donc je trouve qu'il y a ce segment-là qui est hyper intéressant et qui est pas mal exploré et je trouve ça aussi intéressant, toutes les initiatives que ce soit, dans la recherche ou dans la production d'outils, autour des travers de l'IA, que ce soit sur, le comment est-ce que, enfin, nous, c'est un sujet sur lequel on est positionné, mais aussi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vraiment, par exemple, limiter les biais des IA, enfin, il y a un certain nombre on va dire, d'outils un peu, garde-fous aussi autour des IA que je trouve intéressants. À la fois les outils qui permettent d'en exploiter le plein potentiel et aussi des outils qui permettent de faire en sorte qu'on ait des systèmes plus sécurisés et qui ont un meilleur impact sur l'ensemble de la société et je veux pas refaire une tangente hyper philo parce que c'est pas l'objectif de ce podcast, mais là je fais un parallèle avec, ce que moi je creusais notamment dans mon livre, Qui a voulu effacer Alice Lecoq, mais en fait, c'est une
technologie, l'IA qui est tellement, immiscée, un peu partout dans tous les secteurs, dans l'ensemble de notre société, que c'est hyper intéressant, de pouvoir, travailler sur ces enjeux de, comment on fait en sorte qu'elle soit utilisée à bon escient, qu'elle ait pas des impacts détrimentaux sur, les personnes qu'elle touche et comment est-ce qu'on peut aussi avoir une réflexion sur qui construit ces outils. On parlait de, comment fonctionnent ces outils et de comment faire en sorte que les citoyens, soient au courant, mais aussi avoir cette réflexion de qui les construit et comment faire en sorte qu'ils puissent, heu, refléter au maximum les personnes qui les utilisent pour à la fois penser des applications qui vont être, riches pour, tout le monde, mais aussi anticiper les impacts négatifs. Je referme cette parenthèse-là. Merci beaucoup Marion. C'est une parenthèse qui encore une fois est passionnante, donc c'est aussi top de pouvoir en parler dans ce podcast. J'aurais peut-être une dernière question. On a plein d'entrepreneurs qui sont en train de travailler sur des startups Gen AI et aussi beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui réfléchissent à lancer leur prochaine aventure entrepreneuriale dans cet univers. Toi qui y es depuis déjà un certain temps, est-ce que tu as des conseils à partager à ces auditeurs? Déjà, j'ai envie de dire que c'est super. Je pense que c'est un bon moment pour se lancer parce qu'il y a une sorte de barrière à l'entrée qui est aussi, plus basse d'un point de vue technologique, ne serait-ce que pour, pouvoir expérimenter assez, rapidement, facilement, des POC et mettre entre les mains de potentiels clients. Donc je trouve ça assez chouette et moi, je trouve que alors, j'ai une approche un peu, on va dire, passion dans ce que je fais puisque je me suis d'abord intéressée à, un sujet, un secteur sur lequel j'avais envie d'avoir un impact avec ce qu'on fait. Donc c'est vrai que j'ai un mindset d'entrepreneur qui est aussi peut-être, un peu particulier, même si je sais qu'il y en a plein d'autres qui l'ont aussi. Mais je trouve ça assez intéressant, dans cette phase un peu d'amorce, de pouvoir, expérimenter pas mal de choses pour se faire une idée assez rapidement de, est-ce que ça fonctionne ou pas? Comment, faire évoluer assez vite, le projet ou la solution qui est proposée avec, je pense, ce qui fait un peu enfin, à mon sens, avec le recul que j'ai, un des éléments clés, qu'on doit développer en tant qu'entrepreneur, qui est aussi cet aspect, à la fois curiosité, pour rester ouvert et faire évoluer. En fait, j'ai l'impression que notre histoire, elle témoigne de ça, c'est-à-dire qu'on est resté hyper curieux, ouvert et du coup agile pour, évoluer avec, les technologies et par exemple ne pas rester fermé sur, «Nous on fait que des chatbots, arbres de décision et c'est mort» et du coup on se prend un mur technologique. Heu et en même temps une certaine, résilience, qui est nécessaire parce que, effectivement entreprendre c'est, un parcours qui est très excitant mais avec, des hauts, des bas et faut aussi être assez, accroché donc j'ai l'impression que je suis encore en train de dériver par rapport à la question initiale, mais en tout cas, j'invite vraiment, les personnes qui nous écoutent à ne pas avoir peur de se lancer pour, faire quelque chose rapidement et ça, c'est un des premiers écueils quand on débute, c'est rapidement faire un premier truc concret que vous pouvez mettre entre les mains des gens, que vous voulez servir avec votre solution, pour avoir des retours et pouvoir, débuter, votre entreprise, votre plutôt aventure entrepreneuriale. Superbe. Merci beaucoup Marion pour tes réponses. Si les personnes veulent te contacter, te poser des questions, elles peuvent t'écrire sur LinkedIn, Twitter. Ouais, LinkedIn, c'est pas mal. LinkedIn. Je suis sur Ok. LinkedIn, Twitter, et compagnie, mais LinkedIn, c'est un bon canal. Bon, bah, magnifique. Merci encore à toi. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain interview Mozzabytes. Merci. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!